Bonjour à tous et bienvenue pour la meilleure émission de basket francophone. Et oui, n'ayons pas peur des mots, c'est l'hebdo Euroleague. Avec moi Corentin au micro pour la présentation, mais également on a Adrien. Comment que c'est ? Salut Corentin, salut à tous les fans de basket. Alors c'est un plaisir de t'avoir Adrien, malgré tout tu restes un Meurthe-et-Mosellan, donc pour essayer de remonter le niveau de cette émission, on a pris un Mosellan pour compenser. Salut Mathieu, ça va bien ? Salut tout le monde, salut les gars. Le ratio est impeccable, hein. 2 Mosellans, 1 Meurthe-et-Mosellan, on peut commencer. On part sur une grosse émission aujourd'hui. Tous les trois, je suis très content de vous retrouver. On a beaucoup de choses à dire. On va faire comme d'habitude, résumer la journée précédente, parler de la journée suivante. Cette semaine, ce sera pas un débat, ce sera une petite discussion sur les Français de l'Euroleague. Et oui, faut mettre en valeur nos petits Frenchies. Et on terminera sur la petite chronique de Romain. Non, il n'y a pas Romain. Donc voilà, c'est moi qui vais m'y coller. Je vous ai pondu quelque chose d'à peu près comestible, enfin j'espère. En tout cas, j'espère que je ferai aussi bien, voire mieux que lui. Vous me donnerez une note, un peu comme dans un dîner presque parfait à la fin. On en discutera ensemble, ou au pire, vous pourrez toujours m'insulter sur Twitter, j'adore ça. Let's go, on parle un peu de la journée précédente d'Euroleague. Et c'est Adrien qui s'y colle. Ouais, alors la journée 24, on a eu l'Efes qui a battu le Barça 88-86, Valence qui a gagné face au CSKA 105-103 après 2 prolongations, le Fener qui s'est imposé face au Zénith Saint-Pétersbourg 92-84, le Panathinaïkos qui a gagné face à son rival grec l'Olympiakos 88-77, le Bayern qui a battu l'Alba Berlin 101-95 après prolongation, l'Asvel qui a battu Milan 78-69 et enfin Victoria qui s'est imposé face au Real Madrid. Et il y avait également un match reporté qui est Maccabi Tel Aviv Khimki Moscou qui se jouera le 4 février. Voilà. Impec, merci pour ce résumé complet Adrien. Il y a pas mal de choses à dire, hein, notamment avec le Real qui s'est fait écraser de 20 points par Baskonia. On demandera à Romain ce qu'il a pensé du match. En tout cas, si je me souviens bien, Adrien, toi, tu t'es tapé le petit derby allemand entre le Bayern et l'Alba Berlin. C'était comment ? Exactement. C'était un match que le Bayern a quand même été chercher au forceps parce que clairement l'Alba était motivé dans ce qui est quelque part une rivalité entre la ville de Berlin et la ville de Munich. C'est vrai, ouais. Et ce que je retiens, c'est aussi notamment les oppositions dans ce match, au-delà même de cette rivalité entre équipes. Donc, c'est-à-dire, on a eu une opposition entre Wade Baldwin et Maudolo sur les postes arrière. On avait également les duos d'intérieur de chaque côté, Paul Zipser et Jalen Reynolds du côté du Bayern, et du côté de l'Alba Berlin, Luc Sikma, je confonds avec son père, excusez-moi. Luc Sikma et Ben Lamers. Et d'ailleurs, Luc Sikma qui a terminé avec 10 rebonds et 10 passes. Donc, tu avais Luc Sikma à la passe et Ben Lamers à la finition. Donc, ça, c'était assez énorme de voir 2 gars qui jouent intérieur et l'un qui était plus passeur et l'autre qui était à la finition. Et puis, on a également eu des 2 côtés Simone Fontecchio qui a été énorme, 21 points. Et pour le Bayern, Ludzic qui termine à 20 points. Ouais, Fontecchio qui monte tranquillement en régime en championnat allemand, il a été très bon aussi. C'est un match qui a fait une prolongation, si je me souviens bien. Ouais. Où le Bayern a gagné cette prolongation, 14-8, en termes de score. C'est pas mal le Bayern, hein, ça commence à vraiment confirmer. Le Bayern est 5e de cette compétition avec 3 victoires d'affilée. Et l'Alba, par contre, ça montre des signes de fatigue. T'en as pensé quoi, Adrien ? Est-ce que tu penses que l'Alba est clairement en roue libre ou qu'ils peuvent relever la tête de l'eau ? L'Alba, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que là, sur les 10 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule victoire. Sachant qu'à un moment donné, je crois que Renezes était absent pour cause de Covid. Donc, il ne pouvait pas être sur le banc. Donc, là, ça va être compliqué de redresser la barre pour eux, à moins qu'ils y parviennent, hein. On a vu que le Žalgiris Kaunas en cours de saison est parvenu à revenir. Donc, pourquoi pas. Après, le Bayern, moi, je demande quand même à voir, hein, parce que je trouve qu'ils sont un peu sur courant alternatif quelquefois.
Donc je suis pas encore vraiment convaincu. Mais Trinkieri fait un bon job en tant que coach, quoi. Ouais, c'est clair qu'il a un peu tout changé dans cette équipe. Matt, est-ce que tu gardes espoir pour l'Alba ou Renense c'est fini? Je n'irai pas jusqu'à dire ça du coach, mais c'est vrai que c'est une équipe que moi j'aime beaucoup par la proposition de jeu qu'ils ont, qui est vraiment intéressante. Après, voilà, c'est une équipe qui n'arrive pas à prendre les matchs, mais ça m'empêche pas de prendre plaisir à les regarder quand même. Concernant le Bayern, ce que je trouve intéressant, c'est que l'absence de Lucic a permis à d'autres joueurs de se montrer. Et là, ça se confirme sur ce match, puisqu'ils sont 4 joueurs à avoir marqué plus de 20 points sur la partie, ou 20 points. Paul Zipser, Vlade Lucic, Jalen Reynolds et Wade Baldwin. Donc, c'est une belle distribution et ça montre qu'ils ont aussi plusieurs alternatives offensives maintenant. Ouais, c'est clair et c'est intéressant de le souligner. Avant de passer à une autre rencontre, je voudrais souligner le beau 3/11 à 3 points de Maodolo, pardon, je crois que c'était Maolo. Donc à garder en tête avec un beau 5 d'éval. Voilà. Au moins, c'est dit. Est-ce qu'on parlerait pas du match que tu as visionné, Matt? Parce que c'était le match qui était un peu attendu cette semaine, avec notamment le retour de Mike James au CSK, après le petit imbroglio qu'il y a eu, et un match qui allait en double prolongation. Oh oui, c'était un match long, mais c'était un match qui était quand même sympa. Ça proposait du beau spectacle, même si c'était pas du grand basket. On avait une équipe du CSKA qui était quand même, on va dire, c'était pas l'équipe A, avec les absences de Shengelia, de Milutinov, et on peut aussi ajouter Will Clyburn qui est toujours pas là. Donc Joel Bolomboy et Semen Antonov dans le front de courte pour commencer le match, et Mike James en sortie de banc, qui va faire du Mike James avec 37 points au total, 7 passes décisives mais 6 pertes de balles. C'est-à-dire qu'on a vu le meilleur et le pire de ce que peut proposer Mike James dans un style très à l'américaine. Beaucoup de ballons passés par lui et on sentait tout de suite qu'il y avait une dépendance à son jeu. En face, on a une bonne entrée du duo Hermanson-Dubljevic qui avait vraiment une connexion. Ils avaient une capacité à utiliser le pick and pop notamment pour apporter du tir à 3 points. Ils finissent le match en global à 37% à 3 points, ce qui est intéressant, mais ils étaient plus hauts sur la première mi-temps. Ils vont un peu baisser de rythme par la suite, ce qui va permettre au CSKA, derrière Mike James et Voigtman, de revenir. Et finalement, on a une grosse fin de match avec pas mal de pression, pas mal de fautes. Il y a un petit manque d'adresse du côté de Valencia au niveau des lancers francs qui a pu coûter cher et qui a poussé les deux équipes en prolongation. Prolongation qui n'a pas permis de les différencier. Et du coup, on est parti sur une seconde prolongation. Un panier de Kalinic qui donne plus 2 finalement à Valencia, et Mike James qui va tenter 2 tirs à 3 points assez compliqués, qui va les louper, une tentative de pénétration où il ressort la balle de manière hasardeuse, ça arrive ensuite dans les mains de Voigtman qui perd la balle, et finalement ça coûte le match au CSKA avec un Dimitri Sitoudis qui tire sur ses joueurs, puisque Kourbanov joue 38 minutes, Voigtman 42, 43 pour Hackett, ou encore 40 pour Mike James et presque 30 pour Bolomboy. C'est énorme, alors que de l'autre côté, Kalinic joue que 39 minutes et finit avec une éval de 23. À noter qu'on a 4 joueurs avec une éval autour de 20 du côté de Valence. Ça fait du bien de voir que Hermanson a été très bien utilisé et que Dubljevic a fait un plutôt bon match. À noter, j'ai pas vu le match, mais j'aimerais vraiment voir la sélection de tir de Prepelic qui fait du 5 sur 13 à 3 points. Est-ce que c'était si cata que ça, sa répartition de shoot, Matt? Ouais, c'est du Prepelic, c'est-à-dire qu'il a peur de rien. À un moment, par exemple, il rentre un tir, il est bien à 9 mètres de l'arceau, donc il en est capable. Mais derrière, il y a aussi un peu du moins bien. Malgré tout, il s'est montré aussi présent au rebond, à la passe, assez investi. Même s'il y a une belle victoire au bout pour Valencia, c'est vrai que je suis pas trop rassuré parce que c'était quand même face à une équipe du CSKA limitée en termes de joueurs et avec pas mal d'absents. Donc oui, c'est une victoire, mais c'est une victoire difficile. Oui, c'est vrai qu'à noter, tu l'as précisé, hein, manquait Clyburn, mais surtout Milutinov qui la dernière journée s'est blessé pour le reste de la saison. Adrien, ça va te faire quoi de voir un grand de talent en moins, encore un, toi qui aimes bien les big men? Ah clairement, ça pénalise le CSKA là, qui est clairement pas sur une bonne série. J'ai regardé sur les 7 derniers matchs d'Euroleague, ils sont à 5 défaites.
après avoir enchaîné plusieurs victoires. Donc ils avaient dominé en cours de saison. Et là, en championnat, ils ont perdu face à Zielona Góra et aussi face au club estonien de Kalev. Donc attention, certes, ils ont des absents là sur ce match face à Valence, mais il y a aussi un petit quiproquo entre Mike James et Itoudis, je crois, ou les dirigeants. Donc c'est ça. Attention à pas rentrer dans une mini-crise. Surtout que là, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on connaît pas tous les faits, mais surtout que moi, ça me choque de voir quand c'est des clubs qui gagnent, tu vois. Et je disais, c'est pareil pour le Barça, ce qui s'est passé avec Thomas Hurtel. C'est pareil pour la Virtus Bologne en Eurocup et championnat italien avec Djordjevic, ce qui s'est passé. Donc attention. Ouais, c'est un débat qu'on avait un peu eu la semaine dernière et qu'on aura plus amplement, je pense, avec Olivier, qui était vraiment très intéressé par la question. Se dire, est-ce qu'on a plus de pression? Enfin, est-ce que la pression occasionne des résultats plus difficiles? Est-ce que également cette saison, avec le contexte sanitaire compliqué, fait que concrètement il y a plus de pression sur les joueurs et les dirigeants? À noter que malgré tout, le CSK a laissé Mike James retourner aux États-Unis puisque son grand-père est décédé, et du coup il va manquer quelques matchs avec le CSK, mais on va dire que le petit problème est résolu. Donc voilà malgré pour tout, le CSK. Et juste un dernier mot sur le CSK, c'est vrai que la blessure de Milutinov va leur coûter cher, parce que là, quand on voit Bolomboy qui a pas de technique, alors c'est un joueur très physique, mais c'est un pur. Tu veux dire qu'il a des moignons à la place des mains? C'est un peu ça. Et à côté, Johannes Voigtmann qui refuse complètement de s'approcher du cercle, enfin derrière la ligne à 3 points tout le temps malgré sa grande taille. 2-3 fois on le voit jouer au poste sur le match et il sait les mettre en plus, mais il se refuse à y aller. Ça va être compliqué. J'ai hâte de voir comment va composer Itoudis, parce que c'est un coach intelligent, et voir ce qu'il va nous proposer. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce match-là. Pour ma part, j'ai vu le derby grec. Je vais pas m'étendre beaucoup sur ce derby grec pour beaucoup de raisons. Alors, la première, c'est que c'est un match que je ne rate sous aucun prétexte chaque année, parce que voilà, les fans, le derby grec, j'adore ce pays, c'est un secret pour personne. Mais malgré tout, c'est un match qui a été, on va dire, mené depuis la 3e minute. Le Pana a fait la course en tête, et ça fait mal au cœur parce que jamais l'Olympiakos n'aura réussi ce petit coup de bourre qui leur permettra de revenir sur les côtes du Pana. À chaque fois, voilà, il y avait un stop, 2 stops, mais on mettait pas les tirs derrière. Ça fait mal au cœur de voir Spanoulis dans une telle galère. Et vous connaissez ma passion pour ce joueur. Et de l'autre côté, on voit que certains ricains, notamment McKissic, qui s'était l'année dernière illustré dans le derby, et s'était vraiment révélé. Voilà, il y a pas de QI basket, ça va chercher des shoots compliqués au lieu de la passer à ses copains ouverts. En transition, ça fait l'affaire, mais c'est tout quoi. C'est un petit bulldog, un petit buffle, et à savoir qu'il a été prolongé par l'Olympiakos. Pour moi, il y avait un peu mieux à faire. Il y a peut-être des opérations plus intéressantes à aller faire avec des gars d'Eurocup ou de BCL. Voilà, le Pana finit avec 104 dévals par rapport aux 67 de l'Olympiakos, ce qui veut dire beaucoup de choses. Malgré tout, le Pana avait beaucoup d'absents, donc du coup ils ont donné de gros temps de jeu à leur trio de Grecs, Papapetrou, Mitoglou et Papagiannis, qui clairement donnent la victoire au Pana, même si c'était une victoire où rien n'a été facile. Pas de Nedovic, notamment pour le Pana, donc c'était un derby grec que je dirais pas qu'il était triste, mais qui ne restera pas dans les annales. Après, ça fait toujours kiffer de connaître des derby grecs, de les voir en direct, même si pour mon cas c'était sur un streaming assez compliqué avec des pubs qui popaient toutes les 2 minutes. Voilà. Est-ce que vous avez pu voir un peu des photos, des images de ce match? 2 victoires de suite quand même pour le Pana, avec l'arrivée d'Odette Katash. Ça peut être intéressant, hein. J'ai l'impression que c'est mieux qu'en début d'année. Ouais, il ose certaines choses et ça fait vraiment du bien. À noter que voilà, sans le copain Nedovic, les postes, on va dire arrière, étaient vraiment bien désertés. Il a pas fait jouer Nikos Diplaros, l'ancien capitaine du Panionios. Shelville Mack a joué que 3 minutes 54.
malgré tout, ça a tenu la baraque et il y a certains joueurs qu'il faut quand même valoriser, notamment un joueur dont on parle pas beaucoup, mais que j'aime énormément, qui est Howard Saint-Rousse, qui est monsieur propre, quoi. 2 sur 5 à 2 points, 4 sur 6 à 3 points, et il a mis tous ses lancers, le garçon, il va faire 5 passes, voilà. Il finit à 27 déval. Très intéressant. Un joueur très intéressant. Et qui fait aussi le boulot en attaque et en défense, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes. Un Shaquille McKissic, pardon. Voilà, c'est tout pour moi pour ce derby grec. Puis on va peut-être finir en apothéose, à moins que tu aies quelque chose à dire sur le derby grec, Adrien. Non, rien de spécial. Alors après, je sais pas quel match vous avez retenu. Moi, j'ai retenu la victoire de l'Asvel face à Milan. Ouais, bah c'est le match dont je voulais vous parler parce que je parlais d'apothéose parce que ça fait du bien. Une petite victoire de l'Asvel face à une équipe qui était en pleine bourre, Milan. Hein. C'était 4 victoires d'affilée pour l'équipe italienne et l'Asvel qui est sur 6 défaites, 6 victoires, pardon. Ouais. Et l'Asvel qui, elle, enchaîne sur 4 victoires. Ça fait du bien. 5, je crois. Non, 4. Ah, 4, ok. 4 victoires d'affilée. Dernière défaite, c'était le 19 janvier contre l'Olympiakos après prolongation. Non, moi je regarde le calendrier, j'ai 5. Ils ont joué contre l'Oli, Valence. C'était peut-être une journée reportée, décalée. T'as vu le match du coup, Adrien ? Non, ce match-là, je l'ai pas vu parce que j'ai maté pas mal de compètes là dernièrement. Ouais. Mais ça fait plaisir. Hein. J'avais notamment maté un de leurs matchs en saison. C'était il y a quelques temps de ça déjà. C'était contre le Real. Mais c'est là que tu me dis, est-ce qu'il pourrait pas faire un coup ? Voilà. Est-ce qu'il pourrait pas essayer de se qualifier pour les playoffs ? Ça va pas être simple parce que même en essayant d'aller chercher des matchs et en les gagnant, il y a d'autres équipes qui pourraient avoir le même bilan ou qui pourraient aller aussi chercher des victoires. Donc ça va être à surveiller. Mais moi je me dis pourquoi pas. Ils nous impressionnent. Des fois ils battent des grosses équipes. Alors là je vois ils vont affronter le Bayern, Barcelone, le Žalgiris, le Fener, les 4 prochains matchs. Ça va pas être cadeau. Calendrier compliqué, ouais. Compliqué. Maintenant s'ils peuvent essayer d'aller chercher un match, pourquoi pas contre le Žalgiris ou contre l'Alba Berlin juste après, on verra bien. Ouais, c'est un beau coup réalisé contre Milan, hein, parce que c'est une équipe qui était en pleine bourre. D'ailleurs, on se demandait quand est-ce que ça allait s'arrêter, parce que la qualité du jeu proposé par Milan est assez spéciale. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, on a des ricains ultra responsabilisés. Ça m'a fatigué. C'est un secret pour pas grand monde ici. C'est une équipe que je supporte en Euroleague, mais j'ai pas compris où voulait insister Milan, quoi. Ils étaient ni dans l'impact physique face à un Asvel plus grand, plus fort physiquement, ni dans la création collective, mais ils sont perdus dans l'ISO. Écoutez bien, ils sont à 7 sur 18 à 3 points, à 18 sur 48 à 2 points. Zach Ledé a passé son temps au large, et quand on parlait de ricains responsabilisés, 2 arrières notamment, je vous les donne en 1000, Punter et Delaney, qui respectivement font 1 sur 9 à 2 points et 1 sur 3 à 3 points, et Delaney 1 sur 8 à 2 points et 1 sur 4 à 3 points. Des tirs compliqués, une sélection catastrophique. Et ça me fait mal au cœur parce que en plus, le mec qui rendait un peu ce Milan dépendant de lui, Chacho Rodriguez était absent. Et donc du coup, de l'autre côté, on a vu que l'Asvel, pour le coup, ils étaient très durs en défense, très agressifs notamment au rebond. Et de l'autre côté, par contre, tu te dis, il y a des gars comme Gershon Yabusele ou Norris Cole qui ont souvent des réputations de mèche courte, ils n'ont pas forcé leur match. Et ça a fait du bien. Et franchement, Adrien parlait de cet Asvel-là comme un éventuel contender au play-off. L'Euroleague commence à en parler dans sa communication, donc on peut se prendre à rêver. Tu crois pas, Matt ? L'Asvel, clairement, est en train de monter en puissance. Je pense qu'ils ont trouvé un rythme, une dynamique qui leur fait beaucoup de bien. En plus, ils ont eu l'absence de Mustapha Fall, donc ça a dû peut-être un peu plus redistribuer les cartes et les responsabilités. Et du coup, il a moins besoin de forcer aussi son talent parce qu'il est un peu mieux épaulé.
Concernant Milan, alors c'est effectivement, ils ont cette ligne arrière avec des Américains très axés sur le shoot et pas forcément très rentables. Moi, je suis toujours assez surpris parce que Shevon Shields, finalement, c'est peut-être celui qui, sur de l'isolation, est le plus talentueux des trois. Ouais. Donc le conserver titulaire sur le poste 3, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'avoir un Tchatcho titulaire sur les matchs d'Euroleague au poste de meneur et pourquoi pas un Michael Roll dans un rôle de shooter pur, ça pourrait apporter un peu plus d'équilibre et du coup tu aurais des pétards ambulants en sortie de banc comme Punter ou Delaney et je pense que ça serait plus intéressant comme ça. Ouais, je te prends au mot et je vais même rajouter il fait jouer Riccardo Moraschini qui est un joueur qu'on apprécie beaucoup avec Adrien qui vient de deuxième division, il était il y a 3 ans en deuxième div italienne. Sur la ligne arrière il le fait jouer alors qu'il pourrait clairement jouer 3. Michael Roll joue que 15 minutes et il a pas ses spots de tir parce que bon, l'Asvel défend bien dessus, ça faut leur laisser. Mais comme tu le disais, Matt, Shevon Shields a été excellent, mais c'est là qu'on voit que c'est pas un super héros, c'est que malgré tout, même s'il finit à 6 sur 8 à 2 points et à 2 sur 4 à 3 points, bah il a pas assez de tickets shoot pour rentabiliser son temps de jeu parce que les autres sont trop gourmands. Et il est tout en maîtrise, tout l'inverse des deux autres. Donc je pense que voilà, il faudrait pas les faire jouer ensemble déjà. Donc du coup, changer les rotations et accessoirement leur dire voilà, tu rentres sur le terrain, tu mets le feu et si ça fonctionne pas, très vite tu sors. Et je pense que voilà, lancer un gamin comme Davide Moretti, espoir du basket italien qui était l'année dernière à la fac, si je me souviens bien, ce serait intéressant. Parce que ça permettrait de le responsabiliser et voir ce qu'il donne. Concrètement, il peut pas faire pire que Delaney et Punter qui me rendent fou. Voilà. Oui, c'est vrai. Et puis, on n'a pas trop parlé de Caleb Tarzowski, qui, à mon sens, n'a pas le profil d'un pivot titulaire en Euroleague. Et pourtant, il est tout le temps starter. Hein. Mais... C'est vrai, tu penses ça ? Ah ouais, pour moi, Tarzowski, c'est très limité. Alors, c'est un joueur d'impact, c'est un joueur à responsabilité limitée. C'est-à-dire que tu vas lui dire, tu prends du rebond, tu fais des fautes, et si tu as la balle sous cercle, tu montes. Et ça, il le fera très bien. Mais après, avoir l'expérience d'un Kyle Hines, peut-être juste sur les débuts de match, pour avoir une bonne amorce, ça serait peut-être plus intéressant aussi. Ouais, Karl Heinz, on a vu remonter des ballons, je comprenais pas. Tarzewski, je suis d'accord, pour de la transition, pour rouler vite au panier, il est intéressant, mais malgré tout, hein, il joue sur le match, il joue 21 minutes, il est starter, mais c'est vrai que au final, il a très peu la balle. Même s'il est bien placé avec des bons mismatchs, on lui lâche pas. Donc c'est très fatigant. Et l'Asvel a, je dirais, vraiment insisté là-dessus. Parce que il coupait les lignes de passe et quand il voyait que Tarzewski était bien, on va dire, sur un bon mismatch, ils ont tout fait pour pas qu'il reçoive la balle et ils ont été très intéressants. Et de l'autre côté en attaque, l'impact physique a été utile en défense, mais en attaque ils ont gardé la tête froide. David Lighty, impeccable en défense, en attaque il va sanctionner sur des fade-away, jouer sur certains joueurs. Il était très fort. Et puis il y a aussi un truc, c'est que allez voir les highlights du match parce que rien que pour ça, William Howard, ça y est, c'est fini, c'est écrit. Il n'a plus de distance, le garçon. Il a pris des shoots où il a une main dans le visage, le gars, et il est bien 1,5 m derrière la ligne à 3 points. Donc c'était un match super intéressant. Je me suis régalé. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur les matchs de cette journée, les gars, ou on peut passer à la journée suivante, aux matchs qui vont avoir lieu? J'aurais juste un petit mot sur la victoire du Fenerbahçe face au Zénith, qui valide en fait la dynamique qu'on avait déjà annoncée sur les podcasts précédents, puisqu'ils sont sur 9 victoires consécutives. Donc ils ont eu un moment de difficulté avec la blessure de De Colo, mais ils reviennent très très fort. Et il n'est pas improbable qu'on les retrouve pas loin du top 4 d'ici quelques journées. Oui, ils sont 6e avec 14 victoires pour 10 défaites. Prochain match c'est contre l'Alba Berlin, donc possible qu'ils continuent cette belle série. Ça fait vraiment du bien. Peut-être c'est l'effet Guduric. C'est vrai que avec lui ils ont très peu perdu. Je crois qu'ils ont perdu un seul match et c'était en championnat turc. Donc c'est important de le noter. Ouais, cette équipe qui fait une remontada au classement, super intéressante. On passe au match de la journée prochaine, pardon. C'est Matt qui le présente, c'est ça ? C'est ça. Donc la semaine prochaine, enfin cette semaine déjà, ce sera la 25e journée et donc on aura droit à une opposition entre le Khimki Moscou et Baskonia. L'Anadolu devra croiser le fer avec l'Olympiakos.
Milan, de son côté, devra affronter le Maccabi Tel Aviv. Le Žalgiris face au Barça, grosse affiche pour Šarūnas Jasikevičius. Le CSKA Moscou face au Panathinaikos. On aura aussi une opposition de beaux jeux entre le Fenerbahçe et l'Alba Berlin. Villeurbanne, de son côté, devra affronter le Bayern Munich. L'Étoile Rouge de Belgrade jouera face au Zénith Saint-Pétersbourg. Et enfin, un derby espagnol entre Valencia et le Real Madrid. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous chauffent particulièrement, les garçons? Adrien? Alors moi, perso, je suis en train de regarder s'il y a un match qui me chauffe. Déjà, ce sera pas le Khimki, ça c'est sûr. Oui, surtout contre Baskonia. Barça, Žalgiris, ça peut être sympa. Et sinon, Asvel Bayern, hein, voilà. Pour moi, l'Asvel, ils peuvent faire un coup contre le genre d'équipe-là, hein, je pense. Hein. Ok, ça peut être intéressant. Et toi, Mathieu, est-ce qu'il y a un ou deux matchs qui te chauffent bien? Ouais, le Žalgiris-Barça sera forcément intéressant. Après, Fenerbahçe-Alba Berlin, je pense que ça peut être aussi une belle affiche en termes de qualité de jeu. Et puis Valencia-Real, ça peut être chouette. Valencia qui sort d'un match gagné in extremis, le Real qui s'est pris 20 points dans les dents, donc ça peut être sympa. Je vais partir sur celui-là aussi. Et je vais absolument éviter deux matchs, Khimki Baskonia et Milan Maccabi Tel Aviv. Milan Maccabi Tel Aviv, ça peut terminer sur un gros score parce que c'est deux équipes qui shootent beaucoup, qui ne défendent pas énormément. Amateur de beaux jeux, je pense qu'il faudrait éviter de regarder ce match-là. Ça, c'est un peu dur. C'est dit, mais c'est un peu dur. Et moi-même, je suis un peu triste de dire ça. Est-ce qu'on passerait pas à notre petit débat de cette semaine transformé en petite rétrospective des Français en Euroleague? Qui veut commencer, les gars? C'est parti, les gars. Allez, je me lance. Allez. Alors, on va commencer avec Geoffrey Lauvergne, qui est quand même l'une des belles surprises de la saison. 22 matchs disputés, 22 en tant que titulaire au Žalgiris Kaunas, et des statistiques de 11,6 points, 6 rebonds, 1,6 passes en 21 minutes pour une évaluation à 13. Alors, je vous laisserai la parole après, mais moi je trouve qu'il s'est parfaitement intégré dans l'équipe. Il est mis aussi dans les meilleures dispositions parce qu'il est arrivé avec un statut de titulaire, chose qu'il n'avait pas forcément connue par le passé. En plus de ça, on connaît son énergie, c'est un joueur extrêmement agressif et il est dans une équipe à vocation collective où il va tenir un rôle de responsabilité, surtout dans l'impact et plus que dans les statistiques. Et c'est d'ailleurs un peu à l'image de tous ses coéquipiers, à l'exception de Grigonis qui est peut-être plus responsabilisé sur le scoring, on va lui en demander un peu plus. Lauvergne, il sait que la victoire, elle va primer sur ses stats, sur son rendement individuel. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que quand le collectif roule bien, et en fonction de certains matchs, il peut même faire parler cette technique qui est quand même plutôt supérieure à la moyenne pour un joueur de son poste, ce qui lui vaut des performances de haute volée. Face au Khimki, c'était 29,9 rebonds avec 38 dévals. Face à l'Olympiakos, il nous a fait un 21,7 rebonds pour un 27 dévals. Donc superbe, ça fait plaisir de le voir là-bas. Et en plus, c'est une équipe qu'on affectionne tous un petit peu. Donc super pour notre Frenchie. Honnêtement, moi perso, je suis pas étonné. Hein. Je crois que j'en avais parlé dans un précédent podcast. Il est mieux dans ce genre d'équipe qui est un peu comme le Partizan en Serbie, qui sont un peu des équipes, l'équipe nation en Lituanie et tout, et des équipes qui se fondent dans le collectif, que dans des grosses teams comme le Khimki Moscou à une époque, comme au Fener. Il s'épanouit mieux dans ce genre d'équipe et je suis pas étonné parce que ça colle avec la personnalité du gars, avec le côté un peu warrior, le côté guerrier. C'est clair. J'ai rien de plus à rajouter sur Monsieur Propre Lauvergne. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis aussi, Adrien. C'est vrai qu'il y a quelque chose un peu du partisan quand on parle du Žalgiris parce que c'est des clubs nations et il a besoin de cette ferveur, de cette ambiance. Alors même s'il n'y a pas de supporters dans la salle, je pense que eux au sein de la ville ils le ressentent toujours et c'est des trucs. L'Auvergne marche à ça donc c'est top. Clairement. Est-ce que tu voudrais nous parler d'un deuxième Frenchie? Allez, j'enchaîne. Donc, deuxième français dont je voulais parler, c'était Fabien Causeur. Fabien Causeur, c'est un lefty guy. Ouais, c'est un cas plus compliqué cette saison parce que c'est 14 matchs disputés en Euroleague et seulement 4 en tant que titulaire.
Des statistiques de 6 points, une passe, 0,6 rebonds en 12 minutes pour une évaluation à 5,7. Alors pour moi, Fabien Causer, c'est un joueur qui est archi talentueux. Et s'il fallait peut-être même faire un classement de nos Français en Euroleague, je serais pas loin de le mettre sur le top 3. À mon sens, par contre, il est sous-exploité par Pablo Lasso cette année. C'est un joueur qui est capable d'être très rentable s'il est inclus dans une rotation. Par exemple, face à l'Anadolu, lors de la 17e journée, il a mis 15 points en 16 minutes, donc gros impact. Et c'est un joueur en plus qui est capable d'évoluer sur plusieurs postes. Enfin, on peut le placer en 2, en 3. C'est un vrai attaquant. Il est un peu moins impactant en défense, même s'il reste très actif. Et je pense en fait surtout qu'il souffre de l'expérience de certains coéquipiers. C'était les Sergio Llull, les JC Carroll, Fernandez, Jeffrey Taylor qui vont avoir du temps de jeu. Et aussi la jeunesse qui est en quête de temps de jeu et qu'il va falloir rentabiliser pour les années à venir, comme Alosen ou Abaldé. Donc c'est un joueur après qui se plaît bien là-bas, mais à titre individuel, il mérite probablement mieux. Et c'est vrai que imaginer partir pour un autre club afin d'avoir une meilleure exposition, ça pourrait être intéressant, hein. Pour moi, c'est un joueur qui est capable de tourner à 15 d'évaluation en Euroleague. Ah, c'est clair. C'est clair. En plus, tu vois, genre, c'est très juste ce que tu as dit. Il fait un peu la transition entre cette jeunesse du Real qui est conquérante et qui est pas encore prête pour l'instant à l'Euroleague et les vieux éléphants que sont Yui, Fernandez, etc. Par contre, il est plus responsabilisé en championnat, en ACB. Et ce week-end, d'ailleurs, le Real peut le remercier parce qu'il a fait un énorme match face à l'Estudiantes Madrid dans le derby madrilène. C'est clairement un joueur un peu sous-estimé et qui pourrait être, on va dire, le joueur phare d'un club d'Euroleague s'il jouait titulaire. Je dis par exemple n'importe quoi, mais à l'Alba Berlin, ils auraient besoin d'un petit gars comme ça. Je pense que c'est exactement à la même équipe. Oh là là, on est trop connectés, c'est l'esprit mosellan. C'est ça. Après, moi je dirais que je suis pas étonné aussi qu'il ait un rôle un peu moindre sur certains matchs, parce que quand tu regardes le Real, c'est vraiment une équipe, déjà, comme beaucoup de gros clubs, il y a un effectif pléthorique. Mais eux, c'est vraiment le genre d'équipe, sur un match, ils peuvent te sortir une grosse éval d'équipe, quoi. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai vu des fois des box scores. Sur un match, ils n'auront pas de joueur qui va forcer, qui va mettre plus de 10 points ou plus de 15 points. Ça va être vraiment le collectif, quoi. Eux, c'est vraiment ça. Donc, je pense que c'est pour ça que sur certains matchs, il a un peu moins de responsabilité, des choses comme ça. Mais il peut apporter, clairement. Et c'est vrai que il pourrait peut-être apporter dans des équipes genre l'Alba Berlin, ce genre d'équipe. Mais après, il fait peut-être aussi le choix d'être dans une équipe comme le Real, parce qu'il sait qu'il peut gagner des titres avec ce genre d'équipe de team. Oui, et être important dans cette équipe, surtout d'une saison, ça fait partie de ce que les ricains peuvent appeler les glue guys. C'est important d'avoir des mecs comme ça dans son effectif. Voilà, ouais, c'est En ça. Espagne, il est adoré, hein. Quand j'ai fait mon tour d'Europe, j'ai discuté avec tous les gens. Bon, il prononce Causer d'une manière bizarre, ce qui fait qu'on comprend pas qu'il parle de lui de base, mais c'est un joueur qui fait partie des plus appréciés du championnat. C'est un mec toujours souriant, toujours adorable avec les gens, et puis quelque part sur le terrain, il fait ce qu'on lui demande et il le fait très bien. Ton dernier joueur, c'est qui, Matt ? C'est Léo Westermann. Ah, famille. Eh oui. 16 matchs disputés sur cette saison en Euroleague pour le moment et 3 en tant que titulaire, avec une transition du Fenerbahçe au FC Barcelone et des statistiques de 3 points, 1,6 rebonds, 2 passes en 12 minutes et une évaluation à 2. Mais pour moi, c'est des statistiques avant tout en trompe-l'œil, au vu de la propreté de son jeu. C'est un joueur qui va rien forcer, notamment au niveau des tirs. Il est gestionnaire et défenseur avant tout. Une vision de jeu qui est aussi supérieure à la moyenne, et je vous invite à regarder aussi ce qu'il peut produire en Liga Endesa. Il y a des passes parfois, il a clairement pas à faire de complexe d'infériorité vis-à-vis de Calates. Le petit souci qu'il a peut-être au niveau Euroleague, c'est qu'il va perdre en qualité dans sa capacité à faire la différence sur du 1 contre 1 quand il a la balle en main, à passer son vis-à-vis. Mais derrière, il taille déjà. C'est ça.
Mais par contre, superbe protection de balle et compense par de gros efforts défensifs dans le placement et aussi l'activité de ses bras, notamment sur la trajectoire de passe. Il n'a pas pour moi un profil de titulaire à l'heure actuelle en Euroleague, mais ça peut être un excellent backup pour toute équipe. Je pense que son transfert à Barcelone d'ailleurs est plutôt juste et correspond mieux au profil recherché par Sarras vis-à-vis d'Hurtel, qui est un joueur plus flashy, plus audacieux, qui peut à la fois apporter beaucoup plus, mais qui peut aussi passer complètement à côté. Westerman, on sait ce qu'il apportera et c'est un joueur d'une grande constance dans l'apport sur des missions simples. C'est le joueur d'équipe par excellence, quoi. C'est difficile de l'imaginer gagner plus de temps de jeu avec Calates dans les pattes, mais derrière, il peut vraiment engranger de l'expérience, se concentrer sur le maintien de sa forme physique aussi, parce que c'est un joueur qui a souvent été sujet aux blessures, et peut-être un jour prétendre à une place de vétéran dans une équipe Euroleague. C'est clair. Qui plus est, c'est genre de mec, tu vois, genre quand t'as un meneur de petite taille qui peut mettre le feu, enfin alors Calates c'est pas de petite taille, mais qui va mettre le feu en attaque et que t'as besoin plus de lâcher des ballons à Mirotic, tu fais sortir Calates, tu mets Westerman, il n'y aura pas de souci, il lui lâchera les ballons sur certaines actions même, et si t'as un défenseur dans son vis-à-vis qui est beaucoup plus petit, tu peux lui lâcher la balle au poste et ça peut être vraiment un atout utilisable. Non, c'est un joueur vraiment clean, quoi. C'est le pendant de Monsieur Lauvergne avec qui il a joué aux Partisans, mais du Barça, quoi. On est sur la ligne arrière. C'est ça, et après, ça rentre pas sur la qualité basket pure, mais c'est un vrai passionné de basket et encore plus de basket européen. Et je trouve que ça transparaît quand on le regarde jouer, en fait. On sent que le mec, il est en train de vivre son rêve et on lui souhaite que ça dure. En espérant qu'un jour il vienne à Ficelle nous le raconter, parce que moi, ma passion du basket européen, elle est venue grâce à ce monsieur Westerman, natif de Haguenau, dans le 67, pas loin de chez nous. Adrien, est-ce que tu voudrais nous parler de tes 3 Frenchies? Alors, moi, je vais commencer par un incontournable, hein, c'est Nando De Colo. Nando De Colo, cette saison, il tourne à 13,8 points de moyenne par match. Alors, certes, c'est moins que certaines saisons qu'il a fait, notamment au CSKA Moscou auparavant, mais il est un des artisans de la série de succès actuelle du Fener. Sachant que à ses côtés, il y a 2 autres joueurs très talentueux qui sont Yann Vezeli et Marko Guduric, qui a signé il y a peu de temps avec le Fenerbahçe qui fait énormément de bien à cette équipe. Mais Nando De Colo, voilà, sur les derniers matchs, il fait contre le CSKA Moscou lors de la 21e journée 22 points, 9 rebonds, 4 interceptions. 22 points, 9 passes, 4 interceptions, voilà. Il fait face au Zénith Saint-Pétersbourg la dernière journée, 24e journée, 24 points, 7 passes. Il fait également face à Baskonia la 19e journée, donc ça c'était déjà avant, 27 points. Voilà. Sur les derniers matchs, il score déjà plus et j'ai envie de dire, il pèse clairement sur le succès de l'équipe, quoi. Il force rien en plus, tu vois. C'est ça que j'adore avec ce mec. C'est ça. La force tranquille. On dirait Mathieu sur un terrain de 3-3. Il score plus sur les derniers matchs, mais en plus de ça, à côté, comme je disais, il a les 2-3 autres stars de son équipe, mais il sait se fondre dans un collectif, et c'est ça que j'adore avec ce joueur. Il force rien, comme tu dis. C'est clair. Et regardez ses pourcentages de réussite au tir, 55 à 2 points, presque 40 à 3 points et 95 au lancer franc. Ah ouais, au lancer, c'est un métronome. Ah, c'est clair, c'est clair. Et j'ai l'impression, c'est peut-être le joueur sur la physionomie de la saison pour lequel on ressent le plus l'influence sur l'équipe. Plus qu'un Mike James, qu'un Lucic ou un Mirotic, on a vraiment senti l'avant et l'après De Colo au Fenerbahçe entre le moment où il était blessé et le moment où il est revenu. C'est clair. Ouais, De Colo dépendance, clairement. Et Adrien, ton deuxième joueur, c'est qui? Alors, je vais vous parler de Mustapha Fall, voilà. C'est un de mes chouchous, j'ai envie de dire, parce qu'il est passé par la Basketball Champions League, avec Ankara, notamment. Et beaucoup doutaient du fait de son adaptation à l'Euroleague, du fait qu'il puisse réussir. Et au final, j'ai envie de dire, il fait quand même le taf, hein. Il tourne à 9 points de moyenne et 5,4 rebonds. Ah, il fait plus que le taf. À mon avis, il doit être dans le top 3 des joueurs dont on n'a pas envie de jouer dans une équipe, parce que vraiment, il est vraiment tellement intéressant. C'est clair. Et puis, il fait des grosses perfs, hein.
Là, face à Milan, 12 points, 8 rebonds. Face au Pana, 10 points, 9 rebonds. Face au Khimki Moscou, 16 points, 6 rebonds et 5 passes. Il peut même faire des passes. 15 points, 5 rebonds, 3 passes face au Maccabi Tel Aviv. Il avait également fait lors de la 9e journée, ça remonte, mais je peux vous le dire, 25 points, 10 rebonds, 4 passes face à l'Alba Berlin. Donc voilà, après, si on a un petit reproche qu'on pourrait faire, manque peut-être d'un peu plus de régularité en termes de scoring, mais il est là, il est présent, donc il a réussi à passer le cap pour s'adapter à cette compète, quoi. Dans une équipe où ça shoot beaucoup à 3 points, qui plus est. Clairement, ouais. Mais tu vois, le point intéressant que j'ai noté, c'est par rapport aux passes décisives. Je m'étais déjà rendu compte ça en BCL, il pouvait passer, tu vois. Et ça, c'est. Ah ouais, c'est un réel point d'ancrage qui peut distribuer autour de lui. Et c'est normal parce que quand t'as un gros joueur comme ça, forcément, si t'as des petits inters, tu vas être obligé de le doubler. Et puis il va pouvoir lâcher des ballons à des joueurs. Et c'est bon, à l'Eric Freeman, ça a été résolu le problème. Mais par contre, des gars comme David Lighty ou Norris Cole, quand ils ont la tête froide, pour Norris Cole, ça met dedans et il y a aucun souci, quoi. Hein. S'ils ont la balle au bon endroit au bon moment, ils vont planter. Et Mousfal, il a clairement pas peur de leur donner les ballons. C'est un joueur qui peut encore en plus progresser. Je pense qu'il a encore une belle marge de progression. Ne serait-ce que sur les lancers francs, il tire à 60% en lancers francs, c'est plutôt faible, surtout pour un pivot qui va en provoquer. Mais il est déjà à 15 d'évaluation en moyenne sur la saison. Et je pense que sur le poste de pivot, ils doivent pas être beaucoup à l'atteindre, le 15 d'évaluation. Ouais, ce serait intéressant de le voir, ouais. Ouais, non, mais c'est une réelle belle découverte pour l'Euroleague. J'espère qu'on le gardera longtemps en France, parce que le French Project de Lasvel, il me hype énormément. Oh, ça fait beaucoup d'anglicisme, mais bon, on va garder la phrase comme ça. Donc voilà, Mousfal, très gros joueur, très intéressant. Ton dernier joueur, c'est qui ? Je disais, oui, le dernier joueur français de ma liste, c'est Rodrigue Beaubois. Donc oui, Rodrigue Beaubois, je suis un peu plus partagé parce qu'il tourne à un peu plus de 8 points par match. On va dire que c'est pas trop mal en Euroleague, mais il score quand même moins que les saisons précédentes, sachant que je me souviens de l'époque où il jouait à Vitoria où il avait un rôle déjà un peu plus affirmé. Là, il est dans un effectif où il y a Shane Larkin, où il y a Vasilij Micic, où il y a pas mal de stars, et je trouve qu'il manque de régularité, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'un coup, il va faire un match à 12 points, après il va enchaîner par un match à 11 points. Début de saison, ça avait l'air d'être pas trop mal. Mais là ces derniers temps, il score quand même, quoi. Mais il met 7 points, 9 points. Je veux dire, c'est pas mal, mais moi, je le verrais plus dans un rôle, si vous voulez, dans une autre équipe, tout simplement. Je le verrais plus, pas forcément en leader, mais dans un rôle de lieutenant. Donc, c'est-à-dire dans un rôle de... Comme il est à l'EFS, quoi. De quoi ? Un peu comme il est à l'EFS. Ah, tu trouves quoi, toi, que à l'Anadolu Efes, il a un gros rôle, toi ? Non, il a pas un gros rôle, mais c'est clairement une deuxième, troisième option au scoring et il supplée bien plus quand. Que deuxième, troisième option. Attends, je vais te dire qui c'est qu'il y a. Oui, je pense qu'il est derrière, effectivement. Il est à 8,8 points, mais avec 47% au tir, 47 à 3 points, 95 au lancer franc, ce qui veut dire qu'en fait, il marque que 8,8 points, c'est très peu de shoot. Et c'est là qu'il a évolué parce qu'il n'avait pas cette efficacité avant. D'accord, mais c'est un joueur très rentable. Ouais. Je regarde, il y a Micic qui a 15 points par match, il y a Shane Larkin qui a 14 points de moyenne, il y a Krunoslav Simons qui a 11 points par match. Il a même Brian Dunston devant lui avec un peu plus de points à 9 points de moyenne. Moi, je suis désolé, c'est plus le rôle qu'il avait à Vitoria, hein, clairement. Ah, tu le verrais plus genre en sixième homme d'une équipe, en pétard ambulant. Même pas sixième homme, un peu lieutenant, quoi, tu vois, vraiment. Ouais, genre, carrément dans la star. Ouais, ok. Mais en soutien, quoi, et qui score quand même. Tu vois, je le verrais avec une moyenne de 11 ou 12 points de moyenne par match, quoi. D'accord, c'est intéressant. Tu le verrais dans quelle équipe ? Genre dans quelle équipe ? Ça, c'est une bonne question. Moi, je le verrais bien au Real. Peut-être pas, non, peut-être. Non, pas au Real, les gars. Moi, je le verrais bien au Real. Non, mais ils ont besoin de cet arrière un peu scoreur, un mec qui peut, et je pense même qu'il peut tourner à 15 points. Hein. Moi, franchement, tu lui donnes les clés, tu le laisses scorer. Quand tu le vois, notamment, tu parlais du début de saison, ça coïncidait avec l'absence de Shane Larkin.
Et le joueur était beaucoup plus responsabilisé et il sortait des copies extrêmement propres et avec des perfs. Enfin, je vois la 7e journée face au Maccabi Tel Aviv, il joue 30 minutes, il fait 23 points à 5 sur 5 au tir, 3 sur 5 à 3 points, 4 sur 4 au lancer franc. La 6e journée juste avant face à l'Olympiakos, en 30 minutes, c'est 15 points, 2 sur 5 au tir, 3 sur 3 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. Franchement, je pense qu'il est sous-exploité. Alors, si tu parles par rapport au jeu, peut-être, mais moi, je le verrais plus dans une équipe. Alors, ça me fait pas plaisir de dire ça, mais peut-être une équipe qui gagne moins. Olympiakos genre, de quoi? L'Olympiakos? Ouais, mais il gagne pas assez. Non, tu vois, genre Bayern, Alba, ben voilà, on en parlait. Hein. Ouais. Tu vois, donc c'est-à-dire des équipes qui sont pas forcément le Real ou le Barça, mais qui sont pas trop mal, quoi. Sachant qu'avant, il jouait à Vitoria. Hein. Vitoria, tu sais, c'est pas trop mal aussi. Hein. Et il était beaucoup plus mis en avant, quoi. C'est marrant, tu vois, parce que j'y ai jamais pensé. C'est super intéressant que tu l'as abordé comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, tu parlais du Bayern, et je trouve que Bobois, bien exploité, ça peut être une sorte de Wade Baldwin. Ce qu'on voit de Wade Baldwin cette année, ça pourrait être un Rodrigue Bobois. Ouais. Exactement. Non, parce que je veux pas mettre en avant le fait que c'est un mec qui a joué à NBA, mais quand même, si oui, il a joué dans la ligue où tu as les meilleures individualités au monde. Il a mis 40 pions en NBA. Hein. Ouais, il a été champion, il a fait un match à 50 ou 55 points, je crois. À 50 carrément. Putain, je crois il avait claqué 50. Je crois que c'était contre les Warriors. Faudrait que je vérifie. Il avait dépassé les 50 points, ouais. Ouais. Donc tu vois, le voir en Euroleague avec une moyenne de points, j'allais dire aussi faible. En Euroleague, c'est sûr que c'est des matchs de 40 minutes. Mais moi, je le verrais bien. Tu vois, quand je vois Misic à 15 points par match, je me dis au moins s'il pourrait scorer 11 ou 12 points de moyenne, ça me ferait plaisir. Moi, je pense que c'est possible, sachant qu'il a eu l'air d'être un peu moins embêté par les blessures ces dernières années, parce que ça a été un gros problème durant sa carrière, ça. C'est ce qui a fait notamment qu'il n'a pas pu jouer en équipe de France. Et je pense que il est pas trop tard. Il a 32 ans, il est encore jeune. Moi, j'aimerais bien le voir plus scorer. Alors après, si en plus de ça, il peut gagner des titres, tant mieux pour lui. C'est clair. Ouais, c'est super intéressant. Ça laisse rêveur, ça laisse songeur plutôt. Du coup, je vais terminer avec mes 3 joueurs. Est-ce que je garde le meilleur pour la fin ou j'attaque? Allez, on va attaquer avec Adrien Moerman qui, pareil, joue à l'Efes cette année. On rappelle que l'Efes Istanbul cette année c'est moins brillant que les années précédentes, enfin surtout l'année précédente. Ils sont à 13 victoires pour 10 défaites et ils sont 8e de l'Euroleague. Adrien Moerman, lui, c'est 7,4 points par match, 55% à 2 points, 42% à 3 points, ce qui est plutôt un bon pourcentage. Par contre, c'est que 66% au lancer et 9,4 déval. Sur 23 matchs, il en a commencé que 10 en tant que titulaire. Et globalement, c'est compliqué parce que il a dépassé les 10 points seulement à 4 reprises. Alors c'était certaines fois des belles perfs avec 2 fois 17 points. Mais globalement, c'est vrai que sur certains matchs, on l'avait vu plus en vue. L'année dernière, il était clairement plus en vue. Ça se passait beaucoup mieux. Là, il est un peu plus rentré dans le rang. Mais globalement, il fait le taf, Adrien. Il est assez efficace, à part au lancer, où le faible pourcentage s'explique également par le faible nombre de lancers tentés, pardon. C'est un poste 4 qu'on a aimé voir l'année dernière, et là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous partagez le constat? Ben, tu vois, personnellement, lui, même si sur quelques matchs, on le voit, on a le sentiment peut-être de le voir un peu moins. Lui, ça me choque moins que pour Bobois. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un intérieur et Bobois un arrière, mais un intérieur, tu sais que même s'il va pas trop scorer, à côté, il peut prendre des rebonds, il peut peut-être parfois contrer. Donc, tu vois, je pense que c'est ça la différence. Mais il est pas mal. Hein. Je regarde, il y a des matchs, par exemple, face à l'Alba Berlin, 19e journée, c'est un exemple que je prends, 15 points, 8 rebonds. 22e journée face à l'Étoile Rouge Belgrade, 7 points, mais il prend 10 rebonds à côté. Tu as aussi un match de la 11e journée, là, ouais, il avait fait fort contre l'Étoile Rouge aussi, 17 points, 9 rebonds. Donc voilà, il apporte et ça fait plaisir. Ouais, à noter intéressant. Il est qu'à 22 minutes de temps de jeu. Hein. Ouais, en plus.
c'est un joueur, à l'époque, quand il jouait à Banvit en Turquie, etc., c'était intéressant parce qu'on le voyait à peu près tout faire sur un terrain. Il était assez complet. Et là, on sent que sous les ordres d'Ataman, ça devient un joueur de rôle. C'est-à-dire que c'est ce stretch fort qui va s'écarter, qui va tirer à 3 points, et on lui demande quasiment que de faire ça. C'est un joker offensif. Alors, je pense que son temps de jeu, il le mérite aussi parce que ils ont une rotation assez limitée à l'intérieur. Mais après, je pense que la marge de progression pour lui, elle est plus réduite et qu'il va de plus en plus devenir un joueur de rôle, en fait. C'est ce que j'ai un peu sous-entendu, j'osais pas trop le dire, mais bon, si tu partages le constat, ça fait plaisir. J'ai pas trop voulu mouiller, mais c'est clairement ça. Ça fait un peu peur quand on voit ce qu'il était capable de faire, notamment lors de sa pige au Barça, je l'avais trouvé très intéressant. On va voir par la suite, mais c'est vrai que c'est moins brillant que son compatriote de l'EFS déjà. Est-ce que, comme Geoffrey Lauvergne, moi je trouve qu'il y a un peu de ça, hein. Est-ce qu'il ne devrait pas aller dans des teams justement, genre Partizan, Étoile Rouge ou Žalgiris? Si, ça peut être intéressant. Ouais. Ou il va au Pana, il va jouer avec Papagiannis. Voilà, Pourquoi pas. Ouais, ça pourrait être intéressant d'avoir un Papagiannis ou un Mitoglou et de l'avoir lui, je dirais, à côté. Ça peut être quelque chose d'imaginable. Ou moi je le trouverais bien si le Kinky avait eu besoin d'un mec à la place de Jerebko, quoi, capable de s'écarter à côté d'un mec comme Greg Monroe qui est plus dur au mal en dessous du panier en attaque, souvent doublé. Donc c'est clairement ce genre de joueur. Ouais. Kimki, pourquoi pas, mais il y aurait de quoi déprimer au niveau des résultats sinon. C'est clair. Et puis du climat, lui qui est habitué à jouer dans des endroits assez sympas, c'est plus compliqué. J'avais également Livio Jean-Charles. Livio Jean-Charles, qui est un joueur que j'affectionne particulièrement depuis les dernières à l'Asvel. C'est un joueur qui a commencé la moitié de ses matchs en tant que titulaire. Donc il a 10 matchs commencés sur 20 joués au total. 5,8 points par match, il a 60% à 2 points, 25% à 3 points. Il a pris que 24 shoots, il n'a mis que 6 à 3 points. Il est par contre au lancer presque impeccable à 17 sur 18. C'est un joueur qui prend pas énormément de rebonds et qui a 2,8 rebonds par match. Mais par contre, je trouve qu'il s'insère très bien dans le collectif de l'Olympiakos. Filet-y fort qu'il faut et il est vraiment précieux pour l'équipe. Malgré tout, avec son temps de jeu de 15 minutes, presque 16 minutes, je pense qu'il gagnerait à en avoir un peu plus, mais c'est vrai que quand on a un monstre sacré sur son poste comme Printezis, voilà, lui, il est là un peu pour faire la maille, et il est très fort dans ce truc de « je suis un couteau suisse », je vais vous apporter les contres, les rebonds qu'il faut au bon moment, je sais un peu m'écarter aussi, et puis je mange pas la balle au poste. Et l'Olympiakos en a besoin et je le trouve juste excellent dans son rôle et ses stats ne reflètent pas son impact. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand je regarde les stats, je me dis il pourrait avoir peut-être plus de responsabilités ou de temps de jeu. Mais franchement, quand je vois son apport, moi cette saison, je trouve que il s'est quand même fait sa place en Euroleague. Donc ça fait plaisir. Et puis globalement, c'est vrai que les stats en elles-mêmes ne reflètent pas son impact. Je pense qu'il faut vraiment regarder des matchs pour se faire vraiment une idée, quoi. Exactement. Et c'est un joueur qui va encore progresser. Il découvre encore aussi tout ça. Et déjà là, arriver dans un club aussi mythique et prestigieux que l'Olympiakos, c'est une superbe aventure pour lui. Et là où il est intéressant, c'est que c'est un profil qu'ils n'avaient pas vraiment dans l'effectif. Il est assez unique en son genre dans le roster et c'est toujours bon pour eux à prendre. Ouais, c'est clair. Il a un rôle vraiment, on va dire, différent. Et franchement, c'est un plaisir de le voir évoluer. Dernier joueur, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, c'est Loulou Laberi, que je trouve juste énorme. J'adore ce joueur et il a même été MVP de la dernière journée de Liga ACB. Il a commencé seulement 7 matchs en Euroleague sur les 19 qu'il a joué. Il est à peu près à 20 minutes de temps de jeu. Malgré tout, il est à 8,7 points. 76% à 2 points, ce qui est énorme, 37% à 3 points, un peu moins bien, mais ça c'est plutôt correct. 75% au lancer et à 11 dévals, mais il est capable de réaliser de gros cartons.
Il a fait de très bons matchs en Liga, en Euroleague. Il est sur un profil intéressant également puisqu'il est capable de mettre des points, d'aller chercher des rebonds, toujours dans les bons coups. Non, c'est vraiment le joueur de collectif et on voit qu'il prend du plaisir. C'est très agréable de le voir évoluer et il fait partie des éléments qui font que Valence réalise une belle saison malgré tout et qu'on les attendait pas à ce niveau, il faut le dire, même si là c'est un peu réduit en termes de prestations. C'est un joueur qui kiffe et qui nous fait kiffer, voilà. C'est vrai qu'il est pas mal parce que là déjà en termes de points, l'an passé il était à 5 points de moyenne, là il est passé à 8 points de moyenne, donc tu vois, il a progressé. Et en plus de ça, il fait des perfs. Voilà, j'ai les stats sous les yeux. Il a notamment fait face aux Žalgiris 17 points, 5 rebonds, avec une maladresse à 3 points quand même de 2 sur 8, mais on lui pardonnera. Il a fait 16 points contre l'Étoile Rouge de Belgrade, avec notamment 6 sur 6 au lancer. 17 points contre le Barça, avec 2 sur 3 à 2 points, 4 sur 6 à 3 points et un lancer franc sur 2. Donc voilà, il fait des perfs et il s'épanouit dans cette team et ça fait plaisir. Ouais, c'est vraiment ça. Je valide ce que vous avez dit et ce qu'on ressent vraiment avec cette équipe-là, c'est une sorte de compagnonnage qui est assez top entre les joueurs. C'est clair. Et je pense vraiment que c'est le fit parfait pour lui, cette équipe-là. Elle lui convient bien, le maillot lui va bien, donc c'est top. Le groupe vit bien. C'est ça. Parfait. En parlant de groupe qui vit bien, le nôtre vit plutôt bien. On arrive à tenir le rythme des hebdo Euroleague. Malgré tout, on pourra pas profiter de l'expertise de Romain cette semaine, notamment sur sa chronique. C'est pas grave, j'ai essayé de m'y substituer. Romain, si tu nous écoutes, pardonne-moi si c'est mauvais et encense-moi si c'est excellent. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite déclaration d'amour. Puisque c'est vrai, on n'a pas le temps en ce moment de parler trop d'amour. Le coronavirus a tout rendu compliqué. C'est même très compliqué pour moi de regarder des matchs avec mon coéquipier préféré qui est Mathieu. Malgré tout, on se régale tout de même. Et je voulais vous parler en faisant une petite dédicace à mes deux copains fans de basket italien qui sont Mathieu et Adrien, en commençant à parler de Milos Teodosic. Et lui faire une déclaration d'amour. Merci Milos, qui a fait cette semaine un geste incroyable qu'on croyait voir que sur les playgrounds. Messieurs, j'imagine que vous savez de quoi je veux parler. Un fameux passage de balle dans le dos de Leonardo Candy et panier ensuite à une main tranquillement. Malgré tout. Magnifique. Ah ouais, magnifique. Génial. Ah, tu l'as vu passer aussi, ouais. Énormissime. Énormissime. Ah, Il ridiculise le gars. Je veux dire, tout de suite j'ai pensé à ça. Tout de suite, j'ai vu ça, j'ai pensé aux gars sur les playgrounds, quoi, tu vois, c'est un peu ça, hein. Les mixtape ND1. Ouais, exact, tu vois, mais le mec, il fait ça en match, et puis derrière, il met le panier, quoi. Je veux dire, à la limite, il aurait fait ça, il aurait pas marqué derrière, tout le monde aurait rigolé, tout le monde a dit, ah, il a raté son shoot. Non, le mec, il met le panier main gauche derrière, les pieds cloués au sol, énorme. Ah oui, et toute la classe de Teodosic, on la voit après, parce que sur l'action d'après, tous les deux avec Leonardo Candy, sa victime du jour, ce tchèque. Pour la petite histoire, sachez que Leonardo Candy a fait partie de la montée de la Fortitudo Bologne en Lega A, donc c'est un ancien de l'ennemi juré de la Virtus. Donc certains se sont régalés à le voir se faire ridiculiser dans cette victoire de la Virtus, 89-62, pour une Virtus qui survole l'Eurocoupe et en championnat qui a 12 victoires pour 6 défaites. Et justement, je me suis dit, voilà, cette déclaration d'amour, elle était importante, mais elle permet aussi de remettre l'église au milieu du village. Certains sont encore surpris de voir Milos Teodosic réaliser des choses comme ça, mais non, ça fait partie du fun du basket européen. Il n'y a pas que lui, et lui nous fait kiffer. D'autres s'intéressent également pour la seule fois de l'année au vrai basket. Suivez mon regard. Ou qui s'intéressent au basket européen juste pour faire un clin d'œil. Ce basket européen, pour eux, leur semble bien moins intéressant que cette NBA aseptisée, cette grande ligue où tout le monde se demande jusque quand commencent les playoffs et quand une superstar va être transférée pour pouvoir de nouveau se mettre à rêver d'un basket encore plus flashy et spectaculaire, mais aussi de supporter les innombrables manquements aux règles, marché, portée de balle, reprise, faute flagrante non sifflée, bref, je m'égare. Ah oui, désolé, c'est vrai que parfois quand on parle de NBA,
mon sang-froid se perd terriblement. Alors les copains, ne passez pas juste une seule fois à regarder du basket européen, venez, rejoignez-nous, on va bien se marrer, puisque c'est bel et bien là que le basket est le plus beau. Une déclaration d'amour qui se continuera également sur le championnat italien, et oui Adrien, je sais que tu vas aimer, envers deux légendes de notre sport, de l'autre côté de l'autre côté des Alpes, pardon. Les origines espagnoles reviennent au galop. Attention. La première de ces légendes, c'est Luis Scola, qui finit avec 30 points et 10 rebonds dans le match entre Varese et Cremona. Et de l'autre côté, Pepe Poeta, qui lui ajoute 30 points. Alors d'un côté, on a l'increvable vice-champion du monde 2019, qui à 40 ans a joué 36 minutes pour battre l'équipe de Crémone, et de l'autre côté un virtuose sur les lignes arrière qui est Pepe Poeta, et qui nous font encore kiffer et qu'on espère voir encore nous régaler au fur et à mesure de la saison. Malgré tout, je reviendrai du côté de notre bel hexagone pour mettre en valeur deux belles perfs. La première, celle de Danilo Anduzic, qui plante 40 points ce week-end et qui n'a pas gâché ses munitions puisqu'il finit à 14 sur 24 au shoot avec un très beau 9 sur 14 à 3 points. Malgré tout, son équipe s'inclinera face au Champagne Basket. Et de l'autre côté, une spéciale dédicace à un très bon copain, Nicolas Lang, qui permet à Limoges de remporter le classique avec 30 points et seulement un 6 sur 7 à 3 points. Excusez-moi du peu, un seul shoot raté à 3 points. Voilà, c'était ma déclaration d'amour à mes joueurs préférés, mais je pouvais pas terminer cette petite chronique improvisée en faisant un clin d'œil à Romain, tout simplement pour le remercier pour sa gentillesse et sa finesse d'analyse qui nous a manqué aujourd'hui. Malgré tout, on a été accompagné par Adrien, sa passion, sa fougue et surtout sa culture basket. Mathieu, sa qualité, sa finesse d'analyse, mais surtout sa voix voluptueuse, crémeuse, qui font. Et également Olivier, qui manie le verbe avec excellence, et son humour qui nous manque, épisode après épisode. Ah Olivier, si tu peux davantage te libérer, ce serait un plaisir que d'entendre ton son voluptueux dans mes petits écouteurs. Enfin, je voudrais remercier Étienne qui édite et qui poste nos épisodes sur Ocha, qui réalise un gros boulot et qu'on remercie pas assez. Sans oublier également les autres copains qui nous ont rejoints sur quelques épisodes, Ludo, Franck, Romu, qu'on attend encore, et tous les autres qui nous font kiffer sur Twitter et qu'on espère voir sur certains épisodes. Voilà. J'ai essayé de vous faire une petite déclaration d'amour qui représente un peu, on va dire, les sentiments qui m'animent à l'heure actuelle. Et ça fait du bien de remercier les gens qui nous font kiffer. Et c'est là-dessus que je terminerai cet épisode. Merci les gars, merci d'avoir participé. J'espère que cette chronique vous a plu. À vous de me laisser une note. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut les gars. À plus.